Voilà, alors on est dans Photoshop, on va créer une nouvelle image. Donc évidemment, fichier nouveau. Alors, on va créer une image en indiquant en pixels. Voilà, vous pouvez créer une image format haute définition. Si vous voulez, 1920 x 1080. C'est pas l'ultra haute définition, c'est la haute définition. Donc en pixels. Et je vais le faire horizontal. La résolution n'a aucune importance. Sauf si vous voulez imprimer au départ de Photoshop. Mais si vous n'imprimez pas au départ de Photoshop, peu importe la résolution, ce qui compte ici, c'est la quantité de pixels 1920-1080, couleur RGB bien entendu. Et voilà. Et donc voilà, vous avez une image en RGB 8 bits par couche, donc c'est du RGB bas de gamme, on va dire, c'est pas vraiment du RGB 16 bits par couche avec plein de nuances. On peut maximum mettre 16 millions de nuances dans cette image, mais c'est pas très grave. Et nous allons tester un peu les motifs aujourd'hui. Oui, le format d'image, c'est assez arbitraire ici. Bon, j'aurais pu faire un autre format, mais comme ça, vous êtes habitués au format HD pour ceux qui ne connaissaient pas. 1920, 1080, voilà. Ok, alors essayons de remplir ça avec des motifs. Édition remplir, ou alors le raccourci que je vous ai donné la fois passée, je pense que je vous l'avais donné, majuscule suppression de caractère sur le clavier. Ça vous dit quelque chose? Majuscule suppression de caractère, c'est édition remplir. Et on va remplir avec un motif. Remplir avec motif. Voilà, ici vous avez la palette des motifs. C'est le seul endroit quasiment, enfin, il n'y a pas vraiment à proprement parler dans Photoshop de palette des motifs. Vous avez la palette des motifs qui apparaît quand vous allez l'utiliser, notamment quand on fait édition remplir. Vous la voyez? Pas de problème? Ok, il y a certainement des motifs ici, vous les avez chez vous? Des motifs dorés, là? Non, hein, ce sont des choses qui ont été ajoutées, que j'ai sans doute été chercher sur le web d'ailleurs. Il y a plein de ressources sur le web pour Photoshop Illustrator. Voilà. Vous avez ici un petit menu avec d'autres motifs à aller chercher. Donc, essayez par exemple motifs hérités. Ce sont des vieux motifs hérités des anciennes versions de Photoshop. Voilà, on peut cliquer sur OK pour ne pas ajouter les motifs que je suis allé chercher, la motif hérité, ne pas les ajouter à la palette, mais vraiment qu'ils remplacent le contenu de la palette, pourquoi pas. Comme ça, on a tous la même chose. Voilà. Alors, vous pouvez aller en chercher d'autres, parce que c'est un peu pauvre, finalement. C'est vraiment des vieux motifs pourris des anciennes versions de Photoshop, ça. Donc, toujours dans le petit menu ici, on va aller chercher d'autres choses. Ok, vous pouvez essayer les surfaces artistiques, on va tester ça. Vous avez ça aussi? Oui. Voilà, ok. Bon. Allez-y, n'hésitez pas à aller chercher motif nature. Vous ajoutez cette fois-ci. Hein, pour les deuxième et troisième que je suis allé chercher, là, je les ai ajoutés au motif hérité. Bien. Bon, je vais tester celui-là, par exemple. Mode de remplissage dans l'image normal, ça veut dire que ça va être recouvrant. Si jamais il y avait déjà quelque chose dans l'image, ça ne va pas se combiner avec ce qu'il y a dans l'image, ça va le recouvrir. Opacité 100%. OK. Et voilà, vous avez le motif qui est rempli. Alors, on va passer en mode plein écran ici, touche F. Comme ça, on peut zoomer et bouger l'image dans la fenêtre comme on veut. Alors, est-ce qu'on voit les raccords? Puisqu'en fait, il s'agit d'un petit motif qui a rempli, mais est-ce qu'on voit les raccords? Vous remarquez que c'est un petit motif qui se répète. Vous voyez, les feuilles, là, par exemple, ici, chez moi. Cette feuille-là, on la retrouve plus loin, là, voilà. On va la retrouver aussi plus bas. Voilà, là. Bon, c'est un motif qui est au raccord. Il est spécialement prévu pour que quand on juxtapose le motif, on n'arrive pas à repérer là où ça se raccorde, les répétitions. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas la répétition. On voit la répétition, mais on ne voit pas où ça se raccorde.
Ben, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire aujourd'hui parce que les motifs, c'est quand même utile en infographie de maîtriser les motifs, que ce soit dans Photoshop ou Illustrator. On va peut-être même faire les deux aujourd'hui, on ira faire un petit tour dans Illustrator aussi pour voir les motifs dans Illustrator. Bon, ben bien sûr, voilà, ça c'est des motifs qui étaient livrés avec Photoshop. Il y a possibilité d'aller en chercher sur le web et possibilité aussi de faire ses propres motifs. Alors une autre manière d'obtenir des motifs, bien sûr il y a les bibliothèques de Adobe. Si vous êtes abonné officiellement à la Creative Cloud, vous avez accès à des bibliothèques qui vous donnent plein de ressources pour tous les logiciels Adobe, que ce soit des images, des motifs, des textures, etc. Mais il y a aussi possibilité d'aller chercher ça sur le web. Alors, mais par exemple, tapez dans un navigateur web, dans Google, vous tapez par exemple ceci, Download Photoshop Pattern. Donc, télécharger motif Photoshop. Je l'écris en anglais, bien sûr, puisque le web, c'est en anglais pour la plupart des pages. Et je ne sais pas si vous tombez sur un lien, là, le troisième. Est-ce que c'est ceci, les 54 motifs? Je n'ai jamais essayé celui-là. Il y en a des milliers, parce qu'il y a énormément de gens qui utilisent Photoshop dans le monde, donc, et qui mettent des motifs en ligne à télécharger, même gratuitement, voilà. Bon, il y a parfois des putaclics là-dedans, hein, c'est-à-dire que vous allez cliquer pour télécharger un motif et ça va vous amener vers autre chose qui essaye de récupérer vos informations, vos mails, etc. Donc, mais celui-là, je viens de le tester il y a 2 minutes et il n'a pas l'air d'aller trop mal, donc je n'ai pas été jusqu'à le mettre dans Photoshop, donc on va tester ça. Donc vous allez éventuellement faire un commande-clic ou contrôle-clic sur le PC, commande-clic sur le lien ici pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Et vous allez choisir. Bon, on va peut-être essayer le premier là. Pourquoi pas. Ou je suppose qu'ils seront tous à peu près pareils. Le dernier de la ligne, là, il a l'air pas mal chez moi, hein, parce que chez vous, il est sur une autre ligne, parce que j'ai un écran qui n'a pas la même résolution que vous. Voilà, je clique là-dessus. Bon, bien sûr, il y a le piège qui est là, c'est pas là le bouton download, c'est plutôt ici, en fait. Hein. Ça, c'est une pub. Voilà. Donc, c'est comme ça que les sites se rétribuent, hein, avec des clics sur des publicités en faisant croire que... Voilà. Enfin, vous connaissez, hein, vous êtes des jeunes, vous connaissez tous les pièges du web. Bon, ben, essayons ça. Téléchargement, voilà. Il demande d'enregistrer le fichier, qui sera un zip. Voilà, on le télécharge. Alors, je n'ai pas précisé ici que je voulais un motif au raccord, un motif qui, quand on le met côte à côte, on ne voit pas le raccord, en fait. Hein. Mais il est fort probable qu'ils seront tous au raccord, ceux qu'on va télécharger, ceux qu'on vous propose. Alors, ceux qui ont eu un problème pour télécharger le zip, vous pouvez éventuellement essayer ceci. Je viens de le mettre sur un serveur. Donc, il faut taper ceci exactement dans le navigateur web. C'est juste pour ceux qui n'ont pas réussi à télécharger le zip pour une question de firewall. Je vous tapez ceci et touche entrée et ça devrait vous mettre la liste ici. Et en cliquant là-dessus sur le zip, ça devrait le télécharger. Donc, je vous remets l'adresse ici. Voilà, quoi qu'il en soit, dans un dossier que j'ai fait pour aujourd'hui, j'ai le zip qui se retrouve là. Voilà, je l'ai transféré de mon dossier téléchargement vers le dossier que j'ai créé juste pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est bien groupe 2, cours 3, CGR. Donc sur le Mac, je double-clique sur le zip pour le dézipper. Sur le PC, vous devez faire un clic droit extraire. Parce que si vous double-cliquez sur le zip sur le PC Windows, vous allez avoir l'impression que c'est dézippé, mais en fait non, c'est juste aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne dézippe pas, ce sera inutilisable par les logiciels Adobe. Donc apparemment, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc je suis en train de vous montrer que c'est très intéressant, sur le web vous avez plein de ressources, plutôt que de réinventer la roue, de tout créer par vous-même. Ça fait partie du boulot d'infographiste d'aller chercher des choses sur le web et de les réutiliser, surtout si, voilà, si c'est du domaine public. Bon, il y a aussi des choses payantes. Et donc, évidemment, en tant que stagiaire, là, vous ne devez pas payer, mais je veux dire, dans le monde professionnel, on peut aussi parfois payer des photos,
des morceaux d'illustration, des motifs. Bon, alors les images PNG qui sont là, elles sont là pour vous montrer quel est le contenu du fichier de pattern de Photoshop. Donc on va tenter de le charger dans Photoshop. Le fichier pattern. Donc dites-vous bien que les images PNG, elles ne vont pas servir directement dans Photoshop. Normalement, on a un dossier pattern qu'on va pouvoir charger dans Photoshop. Alors allons-y. Alors, édition remplir. On va voir ici, dans la palette des motifs, dans le petit menu qui nous avait servi à choisir les motifs qui sont dans Photoshop déjà. Ben, voyons un peu qu'est-ce qu'on a. On a chargé les motifs. Voilà, si on charge les motifs, évidemment, ça va charger les motifs qu'on vient d'aller chercher sur le web. Ça va les charger à la suite des motifs qui sont déjà dans la palette. Donc, on va essayer ça, charger les motifs. Bon, alors, voyons un peu ça. Je vais dans le dossier là où ça doit se trouver. Vous avez trouvé votre fichier flowersfields.pat. Voilà. Ouvrir. Et elles sont là, disponibles. Je décide laquelle je vais remplir. Celle-là, par exemple. Voilà, elle a l'air sympa. OK. Et voilà. Donc, un motif du web utilisé dans Photoshop. Donc oui, il ne faut pas mettre sur la clé USB. Alors je vous explique une fois pour toutes, vous êtes débutant en infographie, une clé USB c'est quoi? C'est un espace de stockage. Ce n'est pas un espace de travail. Une clé USB, c'est pas comme un disque dur. On ne met pas des fichiers dessus, on n'enregistre pas directement du logiciel vers la clé USB pendant qu'on est en train de travailler. Donc ça ne se fait pas, ça va foirer tout. Il n'y a pas de système de vérification d'écriture sur la clé USB quand vous enregistrez directement de Photoshop vers la clé USB, par exemple. Donc votre fichier, il apparaît sur la clé USB, mais il est peut-être corrompu, on ne sait pas, ça n'a pas été vérifié. Même chose quand ça vient du web, si vous mettez les choses comme le fichier zip là, sur la clé USB, il est possible qu'il ne soit pas accessible par les logiciels Adobe. Donc travaillez vraiment sur l'ordinateur, sur le bureau, sur le disque dur, ou sur un disque dur connecté, un disque dur à vous, mais pas sur la clé USB. C'est un espace de stockage, et c'est vraiment pourri les clés USB. Voilà. Et faites des backups. On vous a déjà dit ça, de faire des backups. Hein. On a souvent vu dans les écoles, notamment, des disques durs qui crachent, particulièrement lors du travail de fin d'études. L'étudiant travaille 3 mois sur ses fichiers et puis ils disparaissent, le disque dur crache. Je vous ai déjà posé la question, combien de pourcents de chance a un disque dur de cracher? Combien de pourcents de chance a un disque dur de cracher? 1 sur 10, 10%? Qui dit plus? Déjà que la durée de vie, c'est plus ou moins 6-7 ans. Bah, répondez à la question. Combien de pourcents de chance a un disque dur de cracher? 90? Tu veux dire 90? C'est bien. 50? Bon, ben, la réponse, c'est évidemment 100%. On vous demande, on a un appareil physique, la mécanique, on vous demande combien de pourcents de chance il a de cracher. Je n'ai pas précisé dans les 3 ans, dans les 5 ans, donc il va peut-être cracher la semaine prochaine, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans, mais il va cracher, avec les données irrécupérables, évidemment. 100% de chance, mettez-vous ça en tête. Si vous mettez vos données sur un seul endroit, un disque dur, elles vont disparaître. C'est une question de temps. C'est peut-être, si vous avez de la chance, dans quelques années... Voilà, mais 100% évidemment. C'était une question piège. Si j'avais précisé une certaine période, voilà. Alors bien sûr, voilà, vous pouvez en tester d'autres. Vous pouvez même créer des calques pour ne pas supprimer ceux-là. Donc dans la palette des calques, vous créez un calque et vous remplissez avec un autre motif que vous avez été chercher éventuellement. Bon, celui-là est vraiment moche, je vais vraiment m'en passer. Ok. Bon, ils sont pas terribles, mais enfin bon, faut voir le contexte. Hein, c'est un peu ici des motifs genre années 10, 20, 1920, un peu. Voilà, pourquoi pas. Bon, finalement, voilà. Bien.
Donc voilà, c'est juste pour tester rapidement, vous voyez, mais on peut les tester rapidement et décider lequel est finalement intéressant. Une fois qu'ils sont chargés dans la palette des motifs de Photoshop, ils restent là, hein, pour toutes les images suivantes. Même si on remet à zéro Photoshop, ils vont rester. Alors évidemment, le motif qui a été rempli, là, on peut le modifier. On va aller ajouter un calque de réglage, par exemple, de type teinte saturation. Donc, au-dessus du calque qui contient le motif que vous voulez modifier, disons que c'est celui-ci, voilà, j'ai enlevé l'œil en face de ce calque-là, je travaille sur ce calque-là. Au-dessus du calque qui contient le motif qui vous plaît le plus, vous allez chercher un réglage de type teinte saturation. Teinte saturation, voilà. Ok, il m'indique juste que mon panneau propriété n'a pas assez de place pour s'afficher, mais le voilà, il est là. Donc voilà, calque de réglage de type teinte saturation. Alors, le calque de réglage teinte saturation va nous permettre de modifier les couleurs du motif facilement, bien sûr, curseur teinte, curseur saturation, mais on peut aussi cibler une couleur. Donc si vous avez des couleurs bien différentes dans votre motif, ça va être possible de cibler une couleur. Donc là, je vais remettre à 0 les curseurs. 0, tabulation, 0. Tabulation, c'est pour passer au cartouche suivant. D'accord? 0, tabulation, 0. Donc j'ai tout remis à 0 dans le réglage ici. On appelle ça un cartouche. Hein, un peu comme les cartouches dans les hiéroglyphes. C'est pas une cartouche, hein, c'est pas une carabine ici, c'est un cartouche. C'est un endroit, une espèce d'endroit où on remplit avec des choses, des chiffres dans ce cas-ci. Voilà, c'est le terme consacré. Alors, bon, ben remarquez, je ne sais pas vous, mais vous avez peut-être un motif différent, zoomez bien dessus pour bien le voir. Hein. Mais ici, j'ai évidemment dans mon motif du rouge, c'est dans le motif d'origine, du rouge. Je vais cibler le rouge. À la place de global, je vais indiquer que je veux cibler les rouges. Et à partir de là, si je joue sur les curseurs, ça devrait modifier uniquement les rouges. Voilà. Bon, c'est peut-être pas extrêmement clair avec ça. Je vais peut-être afficher le motif suivant, là, voilà. Au-dessus de ce calque que j'active, je remets un calque teinte saturation. Voilà. Et si je veux modifier ce qui est uniquement la couleur ici de la feuille, pas le bord de la feuille, pas les tiges, uniquement la couleur ici jaune ocre de la feuille, je vais indiquer ici global jaune. Et je modifie les curseurs et on va voir ce que ça dit. Bon, on dirait que ça marche, pas trop mal. Hein. Alors, regardez bien ça. Vous allez pouvoir tester. C'est quelque chose qui vous servira souvent dans Photoshop pour modifier les couleurs dans une scène. Vous allez même pouvoir, sans faire de sélection, modifier la couleur d'un objet dans une scène, sans faire de sélection trop complexe. Ici, je prends la case en bas à droite du panneau propriété et j'agrandis le panneau propriété. Vous voyez que je suis en train de cibler, je suis en train de modifier uniquement ce qui est jaune. Les couleurs du dessus, c'est les couleurs qui sont potentiellement dans l'image. Et en dessous, on voit ce que ça devient. Eh bien, ce curseur ici, vous pouvez le bouger de place pour mieux cibler la couleur. On fera un exercice après où on va modifier la couleur. Donc éventuellement, vous allez pouvoir mieux cibler la couleur que vous modifiez, vous testez. Voilà. Je pense que la couleur d'origine dans l'image était plutôt un jaune un peu ocre, donc c'est pas idiot de déplacer le curseur pour que on vise plutôt cette couleur-là plutôt que le jaune très vif. Voilà, une fois que vous avez bien ciblé, vous voyez, vous pouvez modifier facilement les choses. Donc ça, voilà, ça montre que, bien sûr, vous avez récupéré quelque chose du web, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tel quel. En général, on modifie les choses. On les adapte. Donc du coup, le bord de la plante a un peu changé de couleur aussi, mais c'est pas grave. Voilà, quand vous revenez dans le panneau propriété, si vous avez fermé le panneau, en double-cliquant là sur la partie gauche du calque pour faire réapparaître le panneau propriété,
vous êtes revenu en global. Donc pour aller remodifier ce que vous avez déjà fait, il faut redescendre là où vous aviez été. C'était les jaunes dans mon cas. Voilà, jaune. OK. Voilà, ça marche super bien. En bougeant un tout petit peu le curseur, le bord de la fleur ne sera plus modifié parce qu'il est plutôt brun. Voilà. OK. Donc il faut réfléchir à tout ce qu'on fait avec ce curseur. C'est assez génial ça. Cibler une couleur sans devoir faire de sélection, on modifie une des couleurs d'une illustration. Alors, vous allez taper ceci dans un navigateur web. Alors, je vous préviens, c'est assez horrible ce qui apparaîtra. Certains pourraient trouver ça un peu choquant. Bon, alors, voilà, touche entrée. Je vais le télécharger. Ah oui, tiens, il y a une extension sans doute pour que c'est peut-être bien pour que le grand public ne puisse pas l'utiliser et qu'il soit obligé de passer par le site pour le télécharger. Donc, à mon avis, le point d'exclamation D à la fin, après le JPEG, il suffira de le supprimer, ça va s'ouvrir. Je vais tester. J'ai jamais utilisé cette image. Vous savez que j'aime bien utiliser différentes images à chaque fois. Donc déjà, je vais raccourcir ici. Mais quand même, c'est un point JPEG là, ça devrait aller. Oui, hein, ça devrait aller. Je vais quand même supprimer ça, on ne sait jamais, voilà. Voilà. Donc, dans Photoshop, je vais l'ouvrir. Fichier ouvrir, ne faites pas fichier importer. On ne veut pas l'importer dans l'image émotif, on veut l'ouvrir. Fichier ouvrir. Là, voilà. Alors, voyons un peu ça. Tu es au niveau du Finder, ça va? Finder, le gestionnaire de fichiers. Tu vas dans le menu Finder, tu vas dans les préférences du Finder. Préférences du Finder. Tu les vois? Dans les options avancées, ici. Voilà. Est-ce que ceci est coché, afficher toutes les extensions du fichier? Non. Bon, ben tu le coches et tu verras peut-être l'extension qui apparaîtra alors. Ce qui est très intéressant pour tous les infographistes qui travaillent sur Mac, dans les préférences du Finder, vous devez faire en sorte que ceci soit enclenché, afficher les extensions des fichiers. Comme ça, vous voyez à la suite du nom du fichier, vous voyez de quel type il est. PNG, JPEG, PSD, voilà. Ça existe aussi sur Windows. Sur Windows, c'est dans les options de dossiers et de fichiers, il y a une case à décocher, parce que la case décoche une fonction qui s'appelle masquer les extensions. C'est dans les préférences des dossiers, et voilà, sur Windows. Je n'ai pas la possibilité de le montrer ici, mais c'est pas difficile. C'est sur le petit dossier jaune en bas dans la barre, je pense. Il faut faire un clic droit, option de dossier et de fichier. Et il y a une fonction qui s'appelle donc masquer les extensions. Il faut la décocher. Comme ça, vous verrez les extensions sur le PC. C'est important. Bien, alors quelle est la dimension de cette image? Donc, je vais dans le menu Image, taille de l'image. La dimension, en pixels bien sûr, le reste, les centimètres, la résolution ne m'intéresse pas du tout. Je travaille en mesure de Photoshop, le pixel 1200 x 1057, c'est quand même très gros pour faire un motif avec ça. Donc on va certainement devoir la réduire, on va faire un motif, ben oui, parce qu'un motif super grand, ça marchera si on le remplit dans une image extrêmement grande. Mais vos motifs, vous voulez les utiliser peut-être dans des images plus petites, donc... alors c'est vrai que quand on remplit le motif, il y a un réglage de l'échelle du motif, mais bon, autant que le motif soit dans des dimensions normales pour un motif. On va dire qu'une dimension normale pour un motif, c'est peut-être 500 pixels sur 500, ça paraît bien ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire une image de 500 pixels sur 500, fichier nouveau. Bien sûr, vous ne fermez pas l'image de la banane, je ne vous ai pas dit de la fermer. Donc, 500 pixels sur 500. Et ne mettez pas une autre mesure, parce que si vous mettez des centimètres, ça vous fait une image de... Combien?
Si vous laissez des 500 cm sur 500 cm, ça va vous faire une image de combien? Ah tiens, il l'a laissé à 500 pixels. Bon, j'arrive pas à montrer comment on fait l'erreur. Enfin, quoi qu'il en soit, ah oui, il faut c'est ceci. Si on met 500 cm sur 500, c'est moi qui buguais là, 500. 500 cm sur 500, ça vous fait une image de 59 000 pixels sur 59 000. D'accord? C'est monstrueux. Ah oui, mais moi j'ai vu des débutants dans Photoshop qui râlaient. Mon ordinateur ne marche pas, il est super lent, je me suis fait arnaquer. Et alors quand ils créaient des images, c'était ça le problème. On leur demandait de faire une image de 500 pixels sur 500, ils faisaient 500 cm sur 5. Voilà, c'est la cata évidemment. Donc, souvenez-vous, en général, les bugs se situent entre l'écran et le dossier de la chaise. Et monsieur, donc du coup, la taille de la... Alors voilà, cette image de 500 pixels sur 500 va servir à créer le motif. Donc je vais enfoncer la touche F pour passer en mode multi-fenêtre. Voilà. Je vais détacher cette image-là de la fenêtre qui est là. Elle a donc sa propre fenêtre. Donc cliquez, glissez l'onglet tout simplement. Voilà, elle a sa propre fenêtre, l'image de 500 pixels sur 500 là à côté. Et alors je vais déplacer une copie de la banane. Voilà. Pour vérifier que ça fonctionne bien, ce serait peut-être une bonne idée de remplir l'image là par une couleur qui n'est pas du blanc. Vous allez faire majuscule suppression de caractère, donc c'est le raccourci de la boîte remplir. Vous allez remplir avec une couleur. Et choisissez une couleur qui va être assez claire, par exemple, voilà, par exemple un vert clair, pourquoi pas. Peu importe, hein, prenez pas quelque chose de foncé parce qu'on va mettre des ombres et on ne les verra pas si vous prenez une couleur foncée de ce genre-là. Non, faites une couleur plutôt claire. Donc, dans le sélecteur de couleurs, il devrait être normalement en mode T, c'est-à-dire que dans la réglette verticale, c'est la teinte. Vous choisissez vaguement la teinte et puis vous affinez avec le grand carré là. OK, et voilà, vous avez votre fond. Ce ne sera pas plus mal. Alors voilà, on a affaire ici à une image qui est déjà détourée. Je veux dire, la banane, elle était dans une photo et quelqu'un a fait le travail de supprimer le décor. Donc, on va pouvoir exceptionnellement utiliser un outil pourri qu'on ne doit normalement jamais utiliser dans Photoshop quand on travaille sur des photos, mais ici c'est une image plutôt infographique, il y a déjà un fond infographique uni, donc je vais pouvoir utiliser cet outil pourri qui est la baguette magique, bien sûr. Normalement, quand on utilise la baguette magique, c'est vraiment le système pour repérer le débutant en Photoshop, mais là, c'est pas vraiment une vraie photo, quoi. Donc, derrière l'outil de sélection rapide, vous avez la baguette magique. Alors, la baguette magique, il y a des réglages qui sont là au-dessus. Échantillon ponctuel, ça n'a pas d'importance ici. Tolérance, ça devrait marcher puisque c'est un fond blanc. Pixel contigu, on a une surface blanche sans interruption que je veux sélectionner. Donc, je ne dois pas décocher pixel contigu. Si j'avais différentes tâches de fond séparées les unes des autres, je devrais décocher pixel contigu. Ça va ? Mais ici, il n'y a pas besoin. Donc, évidemment, voilà la logique. Hein. C'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais si on veut sélectionner la banane, c'est d'abord le fond qu'il faut sélectionner, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à sélectionner. Donc, je clique sur le fond. Voilà. Vous avez les défilés de fourmis qui arrivent. Souvenez-vous que si vous zoomez assez fort, vous allez voir les fourmis. Mais si. Mais ne zoomez pas, faites ça chez vous. Alors, vous avez les fourmis qui apparaissent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour sélectionner la... Inverser la sélection, ben oui. Menu sélection, intervertir par exemple. Ou alors vous pouvez utiliser les raccourcis si vous voulez les apprendre. En tout cas, voilà, menu sélection, intervertir. Voilà, vous avez la banane qui est sélectionnée. Est-ce qu'on va la déplacer vers l'image à côté? Il y a encore un petit truc à faire. Non, la taille, ce sera quand on la déplacera dans l'image à côté. On va la réduire exceptionnellement. On va diminuer le nombre de pixels. Normalement, il ne faut pas le faire, mais on va quand même faire de la transformation manuelle et réduire le nombre de pixels de la banane quand elle sera de l'autre côté. Il y a quelque chose à faire quand vous faites comme ça une sélection à la baguette magique. Pour être certain qu'il n'y a pas de bord, non pas de masque de fusion,
On va se simplifier la vie ici, c'est très simple. Mais pour être certain qu'il n'y a pas de pixels blancs sur le bord de la banane qui seront sélectionnés, qui sont dans la sélection, on va contracter la sélection un tout petit peu. Je vais zoomer un peu ici pour qu'on voit bien. Voilà, c'est-à-dire la sélection va se contracter. Et pour faire ça, vous allez dans le menu Sélection, Modifier, Contracter. Sélection, Modifier, Contracter. Il n'y a pas de raccourci clavier. Si vous voulez en mettre un, c'est possible. Ça se fait par les éditions de raccourci clavier. On avait vu ça, comment ajouter son propre raccourci clavier dans un logiciel Adobe. On n'a pas vu? Ok. On va voir ça. Ce sera une petite parenthèse. Quelqu'un connaît déjà? Non? Vous ne connaissez pas? Bon, ben, il faut le savoir. Pour les différents items de menu dans les logiciels Adobe, il n'y a pas nécessairement un raccourci clavier. Donc si vous devez y aller souvent, vous devez chaque fois aller dans le menu manuellement, c'est ennuyeux. Donc on peut se faire ses propres raccourcis. On va quand même essayer d'abord le contracter ici, tout simplement. Contracter, voilà. Contracter de... Ben, je vais contracter de 2 pixels, comme ça on va bien voir le résultat. Vous allez voir que dès qu'on clique sur OK, la sélection va se contracter. Voilà. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il y a une partie de la banane, le bord, qui n'est pas sélectionné, mais là on est certain qu'il n'y a pas de pixels blancs sur le bord de la banane qui apparaîtront. Ça, c'est une bonne astuce quand on a utilisé la baguette magique. Il faut penser à ça. Oui, bonne remarque. Le premier cours, on avait sélectionné un canard avec un tracé vectoriel. On avait généré une sélection au départ du tracé vectoriel. On aurait pu contracter pour être certain qu'il n'y ait pas de pixels blancs du fond du canard. Non, il était sur une piscine, de pixels bleus dans ce cas-là, qui apparaissent sur le bord du canard. On ne l'a pas fait parce que je ne dis pas tout dans tous les détails pour tous les exercices, sinon ça amène trop d'informations. Mais petit à petit, oui, on aurait pu. Alors, petite parenthèse ici, super important, parce que quand vous devez aller souvent dans un menu dans les logiciels Adobe, que ce soit Illustrator, InDesign, Photoshop ou un autre logiciel, on peut modifier les raccourcis clavier et en ajouter aux items qui n'en ont pas. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va aller dans le menu Édition, Raccourcis clavier. Édition, Raccourcis clavier. Et là, vous avez les raccourcis clavier par défaut pour Photoshop. On va créer son propre jeu de raccourcis clavier, parce qu'on ne peut pas modifier le jeu de raccourcis clavier par défaut de Photoshop. Donc, voyons un peu ça. Créer un ensemble d'après l'ensemble existant, c'est ça qu'il raconte. Il ne veut pas me mettre mon infobulle. Misère. Voilà. D'après l'ensemble de raccourcis sélectionnés. Voilà. Donc on démarre de celui-là. On clique sur l'icône là. Il vous amène vers le dossier des fichiers de raccourcis clavier de Photoshop, donc qui se trouve dans le dossier des applications, etc. Donc c'est dans une bibliothèque spéciale, donc ne changez pas de dossier. Vous pouvez le renommer comme vous voulez, vous pouvez lui donner votre prénom par exemple et la date. Donc je vais mettre dans mon cas Thierry et 15 octobre, c'est ça, on est le 15 octobre. C'est juste une manière de nommer, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la date et votre prénom bien sûr. Hein. Mais en tout cas vous gardez l'extension .kys, les keyboards, et vous enregistrez. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on est en train de travailler sur le jeu de raccourcis qu'on vient de créer et qui est enregistré sur le disque dur. Il va maintenant falloir aller chercher là où ça se trouve le raccourci qui nous intéresse, qui est le raccourci contracté. Donc vous avez des raccourcis pour les différents panneaux et pour les menus de l'application. Dans ce cas-ci, c'est menu de l'application. On était allé chercher ça au-dessus, hein, sélection, modifier, contracter. Donc il faut le menu sélection, voilà, menu sélection. Je vais plus bas, modifier, contracter, le voilà. Et comme prévu, il n'a pas de raccourci. On clique là, et on va essayer de trouver un raccourci qui fonctionne, qui n'est pas déjà utilisé par le logiciel. Donc il faut utiliser les touches de fonction, commande, alt, contrôle, majuscule.
et les combiner avec quelque chose d'autre. Donc je vais par exemple enfoncer, essayons un peu ça, je ne sais pas si ça va marcher, on va voir. Hein. Si, ça a l'air de marcher. Si j'enfonce à la fois les 3 touches CTRL, Option et Commande sur le Mac, et que je fais la touche C par exemple, voilà, ça marche. Ça n'est pas utilisé. Sur le PC, essayez de trouver différentes touches, hein, peut-être CTRL, Alt majuscule, et la touche C en même temps. Et peut-être que voilà, s'il y a un conflit, ça va vous l'indiquer. Hein, ça va vous indiquer déjà utilisé pour... Moi, ça me paraît bien, les 3 touches sur le Mac, CTRL, Option, Commande, parce qu'elles sont toutes les 3 l'une à côté de l'autre. Avec la main gauche, je les enfonce, et puis je dois me souvenir, bien sûr, que C, ce sera pour... mince, C, ce sera... Misère, il faut que je recommence. Voilà, ce sera pour contracter. Donc, je fais OK. Voilà, voilà. Alors, essayons le raccourci. J'ai une sélection qui est active, bien sûr, sinon le raccourci ne marchera pas. Voilà, je fais mon raccourci et ça appelle la boîte, contracter la sélection, donc ça marche. Voilà, vous pouvez donc, pour tous les logiciels Adobe, créer vos propres raccourcis. Voilà, alors anciennement, ces jeux de raccourcis clavier, parce qu'il se trouve à un endroit sur l'ordinateur, ce fichier KYS. Anciennement, il fallait le mettre sur une clé USB et le transporter sur un autre ordinateur si on voulait utiliser ces raccourcis-là sur un autre ordinateur. Maintenant, avec la Creative Cloud, c'est stocké dans le cloud. Donc les raccourcis, les préférences sont stockés dans le cloud. Vous passez d'un ordinateur à l'autre, vous mettez votre identifiant Adobe sur le logiciel là, que vous utilisez sur l'autre ordinateur et normalement tous vos raccourcis arrivent tout seuls, toutes vos préférences arrivent toutes seules. C'est stocké dans le cloud, il n'y a plus besoin de transporter ça sur une clé USB. Bon, ici j'annule parce que je ne veux pas contracter encore une fois de 2 pixels. Et on va déplacer la banane vers le fond vert. Donc, dans ce cas-ci, pas de masque de fusion, c'est un truc très simple, on va garder les choses simples. Je prends l'outil de déplacement, je me mets au centre, enfin quelque part dans la sélection, cliquez, glissez, je déplace vers le fond vert, et ça a créé normalement un calque. Touche F, je passe plein écran, voilà. Le calque, alors palette des calques, voilà. Et alors je vais redimensionner en destructif, donc je ne complique pas les choses ici. Édition, transformation manuelle, donc commande T, en fait. Il faut avoir absolument zoomé en arrière, sinon on ne voit pas ce qui se passe. Hein. Et alors avec la touche majuscule enfoncée, si vous êtes avant la version 2019, ou sans la touche majuscule enfoncée quand vous êtes dans la version 2019 de Photoshop, vous devez prendre une poignée du coin et redimensionner, lâcher le bouton de la souris, puis la touche au clavier. Donc, version 2018 et avant de Photoshop, vous devez enfoncer la touche majuscule sur le clavier pour garder les proportions. Version 2019, il ne faut pas enfoncer la touche majuscule parce que justement, là, c'est pour casser les proportions. Donc, ils ont changé un peu la manière dont les raccourcis fonctionnent à partir de la version 2019 de Photoshop. Mais là, je suis dans la version 2018, comme vous. Voilà, on valide avec la touche entrée ou alors avec le petit V là au-dessus. Et voilà. Alors, l'image là, je vais l'enregistrer. Fichier enregistré sous, je vais dire que c'est motif banane 01. Voilà, au format Photoshop bien sûr, puisqu'il y a des calques. Bien, alors on va faire un motif au départ de ça. On va l'envoyer dans la palette des motifs. Donc, étant donné que c'est toute l'image que je veux utiliser comme motif, je ne vais pas devoir faire de sélection. Normalement, je pense que si on va directement vers édition, utiliser comme motif, donc vous comprenez la logique, si c'est une portion de l'image que je veux transformer en motif, je dois faire une sélection. Par exemple, avec l'outil de sélection ici, rectangle de sélection, je dois recadrer comme ça, voilà. Ok, mais dans ce cas-ci, non. Sélection désélectionnée, c'est toute l'image que je vais envoyer en tant que motif dans la palette des motifs. Donc, menu édition, utiliser comme motif. Voilà, on lui donne le nom qu'on veut, mais ça peut garder ce nom-là. Ok, et à partir de là, dans n'importe quelle image, je vais pouvoir remplir ce motif-là. Gardez bien l'image de la banane ici ouverte. Normalement, vous avez encore les autres images qui sont ouvertes là, quelque part. Donc, menu fenêtre. Menu fenêtre, on va aller chercher une autre image. Vous avez toujours l'image des fleurs là? Oui. Bon, super.
Alors, dans l'image et fleurs, je vais créer un calque, puisque j'avais travaillé avec des calques. Je vais créer un calque vide, là. Voilà, je suis en train de travailler sur le calque vide, et je vais remplir avec le motif, donc majuscule, suppression de caractère. C'est l'équivalent de édition remplir. Remplir avec motif. Lequel? Le dernier, il est là. OK. Et voilà. Motif de banane. Alors, bien sûr, elle est fort grande, donc je vais peut-être réessayer en modifiant le... Ah oui, dans ce cas-ci, pour modifier la taille, j'ai dû confondre avec un autre logiciel. Je croyais qu'on pouvait modifier la taille ici. Bon. Tant pis. C'est pas grave. De toute façon, on va le faire plus petit après. On fera des variantes plus petites. Ok, ça a marché. Alors, ceux qui connaissent Photoshop, vous n'avez pas fait de remarques? Vous n'avez pas une remarque à faire? Non? Il n'y a pas de raccord, il n'y a pas de problème de raccord ici, puisque la banane ne va pas jusqu'au bord de l'image, dans le motif. Ah, chez toi peut-être, mais normalement il ne fallait pas. Vous avez les autres, vous avez fait en sorte qu'elle ne soit pas jusqu'au bord de l'image quand même. Un peu comme ce que j'avais fait. Bien d'accord. Voilà, elle ne va pas jusqu'au bord de l'image, il n'y a aucun problème de raccord. C'est un fond uni. Bon, non, ce que je faisais appel à ceux qui connaissent déjà Photoshop pour voir s'ils n'allaient pas me parler du calque de remplissage. Alors, regardez ça. Menu calque. Nouveau calque de remplissage de type motif. Voilà. Et alors, OK. Ensuite, dans la boîte qui s'ouvre juste après, on choisit le motif. C'est celui-là qu'il me faut. OK. Et voilà, on a un calque de remplissage de type motif. Moi, j'aime pas trop parce que ça donne pas autant de possibilités que les calques pixels, mais pourquoi pas, ça peut marcher. Par exemple, si je veux à un certain moment le calque rempli de motifs, le tordre pour le mettre en perspective sur un bâtiment ou sur une voiture ou quoi, pour donner l'impression qu'il est plaqué, ça va être difficile parce que c'est du graphisme ici, c'est plat. Je veux dire, on ne sait pas mettre en perspective. En double-cliquant là-dessus, normalement, oui, on arrive à ouvrir les paramètres et ici, voilà, c'est là que vous avez, par exemple, possibilité de le mettre à 50%, 25%, etc. OK. Bon, c'est une autre manière de faire des calques avec des motifs, c'est les calques de remplissage de type motif. J'ai donc été dans calque, nouveau calque de remplissage de type motif. Vous voyez qu'on peut aussi faire des calques de couleur unie ou de dégradé. Je ne vais pas souvent les utiliser parce que je trouve ça restrictif, mais l'intérêt c'est qu'on peut les modifier facilement. On peut faire tellement de choses en Photoshop que pour certains boulots, ça peut être intéressant. Je dis pas. Alors, on revient travailler sur le motif de base, là, le motif de la banane. Super. On va donner l'impression qu'elle est posée sur un fond. Ça peut être sympa. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Une ombre. On va lui ajouter une ombre. Une ombre infographique. On ne va pas dessiner une ombre au pinceau comme on avait fait pour le canard au premier cours. Et au deuxième cours, qu'est-ce qu'on avait vu? La fleur, ah oui, on avait fait une ombre projetée avec du flou. Oui, c'était quand même assez compliqué, ça. Non, ici, ça va être une bête ombre infographique. On fait du graphisme ici. On n'est pas dans le photographisme, on est dans le graphisme. Donc, allons-y. Le calque est activé. Vous allez dans le petit FX ici, chercher ombre portée. Donc, la case aperçue devrait être cochée. Et vous allez pouvoir modifier les paramètres de l'ombre portée, c'est-à-dire l'opacité, la distance, etc., l'angle de la lumière, etc. Je vous laisse faire ça. Voilà. C'est juste pour poser la banane sur le sol, quoi. Enfin, le support derrière. OK. Normalement, il faut tenir compte de la lumière qui arrive sur l'objet pour faire ça. Mais la lumière est assez diffuse sur cette banane. On ne sent pas que la lumière vient vraiment, oui, elle vient un peu du dessus, oui. Je veux dire, c'est pas fort marqué, c'est pas très contrasté. Voilà, vous avez donc ajouté un effet spécial d'ombre portée. Parfait. Non, excellent, les bananes c'est plein de potassium, c'est bon pour
la santé. Donc voilà, je sens que vous êtes déjà en forme, rien qu'à travailler sur cette banane. Ok, on va multiplier les bananes. Déjà, je vais la faire un peu plus petite peut-être. Donc, j'active le calque, commande T sur le Mac, touche majuscule parce que je suis dans la version 2018, je vais la faire un peu plus petite comme ça. Voilà. Alors, l'ombre ne s'est pas redimensionnée. Je veux dire, les paramètres de l'ombre, c'est toujours la même distance, malgré que la banane est plus petite maintenant. Vous avez remarqué ça? Si je fais un commande Z, voilà, commande majuscule, commande Z. Voilà. Oui, ça se voit. Hein. Quelle que soit la dimension de la banane, l'ombre reste toujours à la même distance. Vous voyez ça? Pour regarder comment ça se passe ici au niveau de l'ombre, par exemple, quand on redimensionne. Voilà. Donc, pour modifier l'ombre, soit on double-clique ici sur le mot ombre portée et on va modifier l'ombre si elle ne nous convient plus telle qu'elle est là. Donc la distance, forcément, la distance, il faut la modifier puisque la banane est plus petite. Si on veut récupérer le flou aussi, la taille, voilà. Ça, c'est une solution. Le double-clic sur le nom de l'effet spécial et on va modifier les choses. Si on veut modifier plein d'effets spéciaux en même temps dans un travail Photoshop, vous avez la possibilité d'aller dans le menu calque, style de calque, et vous avez ici la mise à échelle des effets. Mais dans ce cas-ci, on n'a qu'un seul effet spécial, c'est un peu débile d'aller là-dedans. Mais enfin, voilà, ça c'est pour mettre à échelle tous les effets du calque. Je ne conseille pas d'utiliser ça parce que malgré que voilà, c'est une fonction spécialement prévue pour mettre à échelle tous les effets, ça va parfois foirer un peu avec certains effets spéciaux qu'on aurait ajoutés. Mais enfin voilà, ça existe. Ok. Alors on va dupliquer la banane, on va faire une deuxième banane. Donc deux solutions, soit je prends le calque ici, je l'amène sur le bloc de feuilles, ça va faire un deuxième calque au même endroit. Soit je prends l'outil de déplacement et en déplaçant la banane ici, j'enfonce la touche Alt, comme dans tous les logiciels Adobe, ça va faire une copie. J'ai donc un deuxième calque. Allez-y d'une manière ou d'une autre, il vous faut deux bananes qui sont vraiment sur deux calques séparés. Je fais Alt, mais ça marche pas. Bon, après, quand vous déplacez la banane, bien sûr, vous n'enfoncez plus la touche Alt, parce qu'avec deux, c'est suffisant ici. Ok, alors il n'y a pas un truc intelligent qui serait à faire ici. Si je veux modifier les ombres, déjà là, je dois aller double-cliquer sur celle-là, puis double-cliquer sur celle-là aussi. Donc deux ombres à modifier, si je veux modifier les ombres. Si je trouve qu'elles ne sont pas assez opaques, je voudrais qu'elles soient plus présentes ou plus larges. Donc c'est un peu foireux. Alors bien sûr, il y a un truc qui s'appelle les styles dans Photoshop. Menu fenêtre, style. C'est quelque chose qui permet de stocker des effets spéciaux. C'est une palette qui permet de stocker des effets spéciaux. Et avec ça, on peut appliquer le même effet spécial d'ombre, notamment sur plusieurs calques en même temps. Ça, c'est une solution, la palette des styles, on y reviendra. Là, je la ferme. Hein, mais voilà, il faut savoir, menu fenêtre style, un peu comme dans Illustrator, on peut stocker l'aspect d'un objet, des effets spéciaux qu'on aurait mis sur un objet, on peut les stocker pour les appliquer sur un autre. Mais ici, on va faire autre chose. Vous n'avez pas une petite idée? Une seule ombre pour modifier autant de bananes qu'on veut. Je ne suis pas certain que ça va marcher. Il faut que je teste. Il y aura des réglages à faire quand elles vont superposer, oui. Oui, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas la bonne solution. Je vais tester. Je vais tester ici. Et je vous montre, hein, ne le faites pas parce que je voudrais que quand les bananes se superposent, évidemment l'ombre d'une banane aille sur l'autre banane. Donc ça va être peut-être un peu plus compliqué que prévu. Donc je vais faire clic majuscule clic, j'active les deux calques. Je vais les mettre dans un groupe. Voilà. Un des deux effets spéciaux, là, je vais le jeter à la corbeille. Voilà. Et cet effet-là, je vais aller le mettre sur le groupe. Voilà. Voilà, comme prévu, ça foire. Ça ne fait pas ce que je voudrais que ça fasse. Si les bananes sont séparées, qu'elles ne se superposent pas, ça marche super bien.
j'ai un effet spécial qui s'applique sur tous les calques qui sont dans le groupe. Je double-clique là-dessus, je vais pouvoir modifier l'opacité notamment. Voilà, vous voyez, ça marche. Mais dès qu'elle se superpose, ça pose un problème. Donc voilà, le système de mettre l'ombre sur le groupe, ça pourrait fonctionner si il n'y avait pas de superposition. Vous voyez où est le problème, bien sûr. Donc je vais rétablir ici, comme vous avez actuellement votre fichier, c'est-à-dire que l'effet spécial ici, je vais aller le déplacer sur le calque de cette banane, voilà. Ok, on la voit. Et pour avoir le même effet spécial sur l'autre calque de l'autre banane, j'enfonce la touche Alt, même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure pour dupliquer la banane, sauf que je le fais dans la palette des calques, je déplace un élément, l'effet sur le calque ici, et voilà, j'ai l'effet identique des deux côtés. On est d'accord? Vous avez vu? Alors ici, je vais enregistrer l'image à nouveau, pour ne pas perdre là où j'en suis. Faites la même chose, enregistrez de temps en temps. Même s'il y a dans Photoshop normalement un système de récupération, normalement, depuis quelques versions, avec le développement des ordinateurs, ça a été un des derniers logiciels à permettre ça d'ailleurs, parce que c'était assez lourd de pouvoir récupérer en cas de plantage. Voyons un peu, c'est dans gestion des fichiers, sans doute, préférences gestion des fichiers. Voilà, oui. Dans les préférences gestion de fichiers, on voit ici qu'il est prévu pour enregistrer toutes les 10 minutes. Mais bon, attendez-vous que pour les grosses images, ça ralentisse le travail sur Photoshop, bien sûr, pendant quelques temps, toutes les 10 minutes, donc du coup. Donc, est-ce que c'est vraiment bien? Je pense qu'enregistrer régulièrement sous un nom différent, c'est pas plus mal. Bien, vous avez... ok, donc vous avez les deux calques avec les deux bananes et chacune leurs ombres. Vous n'avez pas le groupe, vous. Donc je vais peut-être les prendre toutes les deux ici, clic majuscule, clic, et les sortir du groupe. Voilà, je les ai mis au-dessus du groupe, donc j'ai un groupe vide que je vais jeter. Je suis dans la même situation que vous, normalement, ici. Ok, alors, on va dupliquer les bananes et les positionner rapidement. Avec l'outil de déplacement ici, vous allez enclencher la sélection automatique dans les options là au-dessus. Vous les voyez, là, vous voyez la barre des options. Parce que parfois, on la fait disparaître par erreur. Où est-ce qu'elle est encore ? Si je me souviens bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, parfois, on se retrouve sans la barre des options. C'est parce que dans le menu fenêtre, il y a option qui n'est pas enclenchée. Il me semblait qu'avant, ça s'appelait contrôle, mais c'est peut-être dans InDesign que ça s'appelait le contrôle. Barre contrôle. Barre des options ici. Voilà. Donc, pour l'outil déplacement, j'active la sélection automatique du calque, et pas du groupe, hein, du calque. Bon, il n'y a pas de groupe, de toute façon. Je viens de le supprimer. Ah tiens, je peux enclencher les options de transformation, tant que j'y suis, ça va servir. Comme ça, même sans devoir faire commenter, édition, transformation manuelle, j'aurai en permanence un cadre qui apparaîtra. Est-ce que ça va? C'est réglé comme ça pour vous? Au passage, vous voyez que la palette alignement, c'est ici que ça se passe. Hein. Quand on active plusieurs calques dans Photoshop, on a les alignements ici. Mais là, c'est grisé parce qu'il n'y a qu'un seul calque activé. Ok, alors qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, je vais pouvoir déplacer une banane ou l'autre. Vous voyez que le calque de la banane s'active, la banane que je veux déplacer s'active tout seul, parce qu'on a sélection automatique du calque qui est enclenchée, c'est pratique. Je vais faire touche Alt, déplacer, ça fait une copie. Je me mets en dehors du cadre, je vais pouvoir tourner. Donc c'est un peu logique que les bananes soient un peu dans tous les sens, quoi. Voilà. Alors, il faut valider. Ok. Donc, touche Alt, je déplace une banane. Pour pivoter, vu que j'ai enclenché dans les options de l'outil de déplacement, j'ai enclenché option transformation. Quand je me mets à côté, là, voilà, je peux pivoter et je dois valider avec le petit V ou la touche entrée sur le clavier. Voilà. Et donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire une accumulation de bananes qui se superposent rapidement comme ça. Voilà, voilà. N'hésitez pas. Ah oui, là j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. J'ai voulu enfoncer la touche Alt et déplacer la banane, sauf que je me suis mis sur la petite cible ici qui est le centre de rotation, et donc j'ai déplacé le centre de rotation. Bon, c'est pas grave. Je dois le remettre là, et avec la touche Alt, je déplace la banane là. Ça ne veut toujours pas le faire, je dois valider. Voilà, il était passé en mode de transformation. Ok.
Bien, alors ne faites pas aller une banane sur le bord du motif. En fait, non, plutôt si, faites-le. Comme ça, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Faites une banane qui va au bord, plusieurs bananes qui vont au bord, voilà. Vous allez obtenir un motif avec des raccords visibles. Et ça, c'est très mauvais, bien sûr. Si on utilise ce motif, ben voilà. Normalement, une banane qui est là sur le bord inférieur, droit du motif, elle dépasse. Je dois la voir réapparaître par le dessus, là. Eh bien, c'est pas le cas. Celle qui dépasse par là, elle devrait réapparaître par là. C'est pas le cas. Donc, c'est pas un motif au raccord, ça se voit tout de suite. D'accord? Ici, je suis revenu sur ma page web où j'avais tapé Seamless Pattern, public domaine entre guillemets, pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, peu importe. Et tous ces motifs sont au raccord. Donc en principe, quand on voit un motif, quand un élément du motif dépasse par le haut ou par la gauche, voilà, je vais prendre ça par exemple, ceci qui dépasse par la gauche, ça réapparaît par la droite, on le voit là. Quand ça dépasse par le bas, voilà ceci, par le bas, ça réapparaît par le haut. Donc c'est un motif sans raccord visible. Il y a des logiciels spécialisés pour faire des motifs sans raccord visible, mais on peut très bien s'en sortir aussi déjà avec Illustrator et Photoshop pour faire des motifs sans raccord visible. La technique peut aussi être appliquée à des textures de terre, de pierre, enfin de gravier. On peut faire des motifs sans raccord visible. C'est qu'on fera aussi de la texture. C'est pas la même approche que les motifs. Les motifs, c'est avec des objets, et les textures, c'est un plus uni. Voilà, c'est pas la même approche, on fera ça. En tout cas, voilà, les seamless patterns, les motifs sans couture. Vous avez chaque fois, c'est comme ça qu'on les reconnaît tout de suite. Quand un objet dépasse par le haut, il réapparaît par le bas. Quand il dépasse par la gauche, il réapparaît par la droite. Un peu comme si on était sur une sphère. Voilà. Il y a des logiciels qui permettent de dessiner directement les motifs aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Corel Painter. Alors, en général, quand on parle de Painter, on pense à Microsoft Paint, un logiciel pourri. Mais Corel Painter, ça n'a rien à voir. C'est un logiciel pour les artistes. C'est un peu comme du Photoshop, mais plus complexe, parce qu'il y a plus d'outils appropriés aux artistes pour faire de la fausse aquarelle, de la fausse peinture à l'huile, etc. C'est vraiment génial comme outil. Et dans ce Corel Painter, depuis très longtemps, moi j'ai commencé au début des années 90 avec Corel Painter. Déjà à l'époque il y avait ça, on pouvait dessiner des motifs sans raccord. Quand on dépassait avec le trait par la droite, ça réapparaissait par la gauche. C'est assez génial. Ça fait partie des connaissances qu'un infographiste doit avoir, les logiciels qui existent. Voilà, j'ai tapé Corel Painter ici, et c'est un logiciel qui est très vieux. Avant Photoshop, en 92 déjà, Painter avait les calques, alors que Photoshop, il a fallu attendre 94. Au niveau du prix, c'est une licence perpétuelle. Ça veut dire qu'une fois que vous avez acheté le logiciel, il n'y a plus rien à payer, contrairement aux licences Adobe où il faut payer chaque mois. Voilà, bon, pour ceux qui pensaient que je suis là pour faire la publicité de Adobe, c'est pas le cas. Je suis en train de vous parler d'un logiciel alternatif qui est pas mal. Ça peut être vraiment bien. Il y en a d'autres, des logiciels alternatifs. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ce qu'il est possible de faire avec Corel Painter. Mais franchement, il vaut mieux avoir des bagages en art, parce que c'est quand même assez complexe par rapport à Photoshop. Vous pouvez doubler la complexité par rapport à Photoshop, mais vous voyez le genre de choses qu'on obtient. Vous avez certainement déjà vu des illustrations faites dans Corel Painter. Vous avez cru que c'était de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile, alors qu'en fait c'est fait dans le logiciel. Voilà, c'est un logiciel qui est utilisé en agence de publicité, Corel Painter, en agence de publicité en Amérique du Nord, c'est canadien. Ça a beaucoup changé de boîte, hein. Ça a été racheté. Et dans les pays du nord de l'Europe, pays nordiques, ils l'utilisent aussi plus. Et par contre, ici, dans les pays latins, c'est assez peu connu. Même par les artistes, c'est assez bizarre parfois. Ok, je reviens sur les bananes. Alors, on va essayer de faire un motif au départ de ça et voir ce que ça donne. Donc, édition utilisée comme motif.
Bon, là aussi, si vous devez faire souvent des motifs, vous savez que vous pouvez modifier les raccourcis clavier pour avoir un raccourci clavier qui permet de modifier, qui permet de créer les motifs. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on est allé créer un raccourci clavier pour menu sélection. Oui, modifier, contracter, évidemment, c'est inaccessible parce qu'il n'y a pas de sélection active. Ok, donc j'en étais à faire édition, utiliser comme motif. Voilà, ok. Je vais tester ça sur une image. Donc, menu fenêtre, dans le bas du menu fenêtre, j'ai toutes les images actuellement ouvertes. Sinon, pour passer d'une image à l'autre, c'est contrôle tabulation. Contrôle tabulation permet de passer d'une image à l'autre. Dans tous les logiciels Adobe, d'un document à l'autre. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. C'est celui qui a une dimension de format haute définition 1920 x 1080, vous voyez. Bon, alors je teste. Ah, peut-être sur un nouveau calque, oui, parce que si j'essaye de remplir sur le calque de remplissage là que j'ai créé tout à l'heure, ça ne va pas marcher. Menu édition, remplir, vous voyez, c'est grisé. Hein. On ne sait pas mettre des pixels sur un calque de remplissage. Donc je dois créer un nouveau calque. Voilà, nouveau calque vide là. Majuscule tabulation, c'est le raccourci de remplir. Remplir avec quoi? Le dernier qui est là. Ok. Et voilà. Et alors, vous voyez les raccords. Vous voyez les bananes qui sont coupées, bien sûr. C'est un peu pourri. Alors, les motifs, ça sert à être rempli dans une grande image dans Photoshop, pour faire du photomontage, du graphisme. Mais on peut aussi, le motif lui-même, là je fais contrôle tabulation, voilà, je suis revenu sur le motif de base. Ce motif-là, je peux l'enregistrer en format PNG ou JPEG, et dans une page web, l'utiliser en fond de page web, évidemment. Ou dans un logiciel de 3D, m'en servir pour faire du texturage sur un logiciel 3D. Donc tout est possible. Voilà. Ben, revenez sur le motif de base, on va régler le problème des raccords, si vous avez vu qu'il y a des problèmes de raccords. Bon ben voilà, les bananes qui dépassent, il va falloir les ramener au centre. Donc avec l'outil de déplacement tel qu'il est réglé là, en sélection automatique du calque, ça ne devrait pas être difficile. Pas besoin de savoir quel calque j'active. Non, je vais les ramener au centre là. Voilà. Celle qui dépasse. Et voilà. On va dire c'est bon comme ça. Ok, c'est un motif spécial, pourquoi pas. Je ne vise pas l'esthétique ici. Je vais enregistrer le document. Sous. Changer le nom. Format PSD. Tiens, tant qu'on y est, on va voir si on arrive à modifier toutes les ombres d'un coup. Voyons un peu, modifier toutes les ombres d'un coup. Si j'essaye d'activer plusieurs calques et double-cliquer sur l'effet, non, ça ne marchera pas, ça va modifier seulement un seul calque à la fois. Ouais, ça ne marche pas. Donc il va falloir que j'aille modifier un des calques. Bon, par exemple, celui du dessus, là. Vous avez le calque au-dessus, vous double-cliquez sur le mot « Effet », qui est juste en dessous du calque. Vous allez sur ombre portée, vous cliquez sur le mot ombre portée pour faire apparaître au milieu de la boîte les paramètres de l'ombre portée, bien sûr. Donc imaginons, voilà, je veux que l'ombre soit plus présente, donc l'opacité chez moi qui était 27%, je vais l'augmenter. Voilà, l'ombre est plus présente. Je voudrais qu'elle soit un peu plus floue, voilà la taille. Je voudrais que l'angle de la lumière soit différent, bah, je vais le mettre comme ça. Bon, ceci dit, vu que ceci est coché, ça influence tous les effets spéciaux. Utiliser l'éclairage global quand on modifie l'angle de la lumière, ça le fait sur tous les effets spéciaux. Ça permet d'automatiser un peu les choses. Voilà. Ok, on va dire que ça me plaît comme ombre. Elle est plus sombre, elle est plus sombre, elle est plus large. Elle est bien différente des autres. Faites une ombre bien différente des autres bananes. Ok. Du coup, ce calque-là, l'effet spécial qui est sur ce calque, va me servir à faire un style graphique qui me permettra d'appliquer cette ombre-là sur n'importe quel autre calque. Donc, on y est, vous avez modifié l'ombre de la banane, vous allez dans le menu Fenêtre, Style. Menu Fenêtre, Style. Voilà les styles graphiques qui existent déjà. Donc, je vais peut-être, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, augmenter la taille des vignettes. Menu de la palette style graphique, grande vignette ou grande liste, peu importe. En tout cas, le fait est que, en ayant le calque ici activé, je vais cliquer sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des styles, créer un nouveau style. Je vais l'appeler ombre banane.
version A1, voilà. Inclure les effets de calque est absolument activé puisque c'est ça qu'on veut enregistrer. On veut enregistrer les effets de calque, les effets spéciaux, les ombres, l'ombre. OK. Et voilà, vous avez dans le bas de la liste, en tout cas le dernier item, c'est votre effet spécial. Alors en principe, si j'active maintenant le calque suivant, là, clic, puis je descends tout en bas, il y a plein de bananes, hein. Majuscule clic, j'ai activé tous les calques là normalement. Et si je clique sur le style, clic, et bien voilà, ça marche. J'ai appliqué d'un coup le style à toutes les bananes. Bon, c'est un peu chipot, mais ça marche. Dans d'autres logiciels, c'est plus simple, hein. InDesign, Illustrator, ce sera plus simple pour appliquer un style sur plein d'objets. C'est un peu chipot, mais ça marche. Voilà. Si vous voulez à nouveau modifier l'ombre, il faudra activer un des calques, double-cliquer sur le mot effet, aller modifier l'ombre, par exemple ici. Vous ne le faites pas nécessairement, hein, je vous montre. Hein. Ombre portée, je vais faire une ombre qui n'est pas noire, je vais faire une ombre qui est plutôt verdâtre, ça paraît très logique. Vert foncé peut-être, puisque le fond est vert. Vert foncé, voilà. Voilà. Vous voyez l'ombre vert foncé qui est là? Je ne sais pas si ça se voit sur la projection qu'elle est d'une couleur différente des autres ombres qui sont plutôt grises, mais celle-là est plutôt vert foncé. Voilà. J'ai juste été modifier la couleur de l'ombre. OK. Je dois à nouveau activer tous les calques. Ah oui, non, je dois d'abord faire menu fenêtre style. Je dois créer un nouveau style. Voilà. Je clique sur le bloc de feuilles là en bas. Ombre, banane, version 2. Je peux même préciser. Hein. Parce que après, je ne me souviens plus. Voilà, j'active tous les calques de banane. Clic, majuscule, clic. J'applique l'ombre, banane. Et voilà, toutes les ombres sont vertes. Vert foncé. Donc, je vais vous dire un truc que je vous ai peut-être déjà dit, mais je vais vous dire un truc qui est super important. C'est une des choses les plus importantes que je vais vous dire. Dans le monde de l'infographie, il n'est pas normal de faire quelque chose de répétitif et ennuyeux. D'accord ? Si vous êtes en train de faire quelque chose, chaque fois la même chose, ça vous prend 10 minutes, 20 minutes pour faire la même chose, c'est abrutissant, c'est toujours la même chose, en infographie, ça ne peut pas exister. Si vous êtes dans cette situation, il faut faire quelque chose, il faut arrêter tout de suite de faire ça, et aller voir sur Google si quelqu'un n'a pas un système, si Adobe n'a pas mis au point un système pour automatiser, pour aller plus vite. Donc, je vois trop souvent des débutants qui font des choses débiles, dans les logiciels, c'est toujours la même chose, alors que 3-4 clics et voilà, on automatise le truc et ça se fait tout seul. Ce qui prend 20 ou 40 minutes, en 1 minute, c'est possible de le faire. Voilà. Bon, ça paraît logique, quoi. OK. Enregistrez éventuellement votre fichier à nouveau. On n'est jamais trop prudent. Comme ça, vous gardez les traces, puisque vous savez que vous devez rendre pour les points. Participation au cours. Donc, rendre le travail fini, ça ne suffit pas. Hein. Je veux voir la progression. OK, alors, ici, je vais aller dans la palette des calques. Dans le bas de la palette des calques, je vais aller diminuer la taille des vignettes. Donc, voilà, je diminue la taille des vignettes. OK. Donc, normalement, j'ai une vue d'ensemble sur tous les calques. Même pas encore. Je peux encore diminuer plus. Menu de la palette des calques. Option de panneau, je peux même ne pas avoir les vignettes sans, d'accord, sans, comme ça, je n'ai que des noms. Voilà, c'est pour avoir une vue d'ensemble sur la palette des calques. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, tous ces calques qui sont activés, les calques des bananes, je vais les mettre dans un groupe. Donc je clique sur l'icône de groupe, normalement ils vont aller tous dedans, voilà. Ils sont dedans. OK. Bien. Super. Alors, vous avez réussi à mettre toutes vos bananes dans un groupe. Vous allez dupliquer le groupe. D'abord, ce groupe, oui, on va dupliquer le groupe. Vous prenez le groupe, vous l'amenez sur le bloc de feuilles. Voilà, vous avez une copie. Le groupe 1, je vais l'appeler backup. Vous savez ce que c'est un backup? Voilà, et je vais relever l'œil en face, je n'y touche pas. C'est mon backup de bananes, mon régime de bananes.
Et alors ici, le groupe là, on va le pixeliser, on va en faire un calque. C'est-à-dire que tous les calques qui sont à l'intérieur de ce groupe copie vont être réunis en un seul. C'est nécessaire pour la suite, pour l'opération qu'on va mettre en place. Bon. Alors, normalement, il faut faire menu calque pixeliser, un truc du style. Où est-ce qu'il est? Calque. Ok, bon. Je ne trouve plus où c'est. Oui, normalement, il faudrait ouvrir le groupe, sélectionner tous les calques et les fusionner. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. On va de toute façon fusionner ceci avec l'arrière-plan. Tiens, l'arrière-plan, j'aurais peut-être intérêt à faire un backup aussi. Je vais le dupliquer. Prenez l'arrière-plan, dupliquez-le. Voilà. Je vais l'appeler backup arrière-plan. Ceci dit, mes fichiers précédents sont également utiles, hein, ceux que j'ai enregistrés, ceux que j'enregistre régulièrement. Voilà, backup arrière-plan n'est pas affiché. Voilà, et je vais activer le groupe, clic, et l'arrière-plan. Alors si vous faites majuscule clic, ben, tout s'active évidemment. C'est comme des listes de fichiers. Ça va pas donc. Je veux uniquement activer le groupe et l'arrière-plan. Donc c'est clic, commande-clic sur le Mac ou contrôle-clic sur le PC. Et j'active les deux, l'arrière-plan et le groupe 1 copie. Et je vais les réunir tous en un seul calque. Par le menu calque, fusionner les calques. Voilà. Donc le groupe et l'arrière-plan sont un seul calque maintenant. Évidemment, pour bouger les bananes, c'est difficile maintenant. On est d'accord? Je vais enregistrer, on n'est jamais trop prudent. Bon, alors je ne vous l'avais pas dit, j'aurais peut-être dû, mais évidemment, il ne faut pas que les bananes aillent contre le bord de l'image. Mais il ne faut pas non plus que les ombres aillent jusqu'au bord de l'image. Et j'ai vu qu'il y en a certains qui ont mis des ombres tellement grandes qu'elles vont jusqu'au bord de l'image. C'est pas grave pour l'exercice ici, vous gardez comme ça. Ce sera un peu foireux, mais on ne va pas corriger ça maintenant. Mais vous n'allez pas corriger ça maintenant, mais en tout cas, voilà, évidemment, ça va se voir dans le motif quand on va le répéter. L'ombre qui va jusqu'au bord, vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut vraiment que ce soit le fond vert uniquement sur le bord là. Alors voilà, vous allez activer le calque d'arrière-plan qui contient une fusion de toutes vos bananes et du fond vert, enfin vert dans mon cas, et des ombres. Tout ça ne fait plus qu'un seul calque de pixels, on ne sait plus bouger les choses les unes par rapport aux autres, donc voilà. Mais heureusement, on a toujours la version précédente de l'image ou le backup ici, au cas où on aurait fait une erreur. Hein. Voilà, il est activé, il est visible. Vous allez dans le menu filtre, divers, translation. Filtre, divers, translation. Alors, on a une image de 500 pixels sur 500, si je crois me souvenir, c'est ce qu'on avait. L'idée ici, c'est que on va déplacer les pixels de 250 pixels, une longueur de 250 pixels en horizontal et en vertical. Donc on tape 250 et 250. Et ne cliquez pas sur OK. Voilà. Normalement, vous êtes en fonction rebouclée. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les pixels qui dépassent par la droite réapparaissent par la gauche. Ceux qui dépassent par le haut réapparaissent par le bas. D'accord? Voilà. Est-ce que ça marche chez tout le monde? Non. Sauf chez toi, ça ne marche pas. Donc je clique sur annuler. Le problème, c'est qu'apparemment, tu aurais recadré l'image. Et donc, il y a... Tu ne te souviens pas d'avoir utilisé cet outil-là par hasard? Bon. Ou déplacer le fond, peut-être. En tout cas, il y a des pixels qui débordent en dehors des limites de l'image. Mais ils existent toujours, on ne les voit pas, mais ils sont là. Alors, tu vas essayer ceci, toi. Tu vas faire menu sélection, tout sélectionner. Les autres n'ont pas besoin de faire ça. Sélection, tout sélectionner. Image. Image, recadrer. Image, recadrer. Ok, tu fais ça. Puis tu désélectionnes. Sélection, désélectionner. Tu retournes dans filtre, divers, translation. Et tu bouges 250. En fait, 250, ça pourrait être 200 ou 300. Hein. L'idée, c'est de faire venir les bords de l'image au milieu, en fait.
Ça ne se voit pas trop parce que le fond est vert uni, mais c'est ça qui se passe. Les bords de l'image vont au milieu. Est-ce que ça marche maintenant? Voilà, donc vous avez vu comment se débarrasser des pixels qui débordent. En dehors des limites de l'image, parfois c'est ennuyeux. On sélectionne tout, image recadrée, on désélectionne et on s'est débarrassé des pixels qui débordent. Alors vous allez cliquer sur OK. Et vous allez utiliser le backup ici pour faire réapparaître les bananes au milieu. Alors peut-être que ça ne vous convient pas tout particulièrement, peut-être qu'il faut à nouveau dupliquer certaines bananes dans le dossier backup, là, allez en faire plus, peut-être qu'il y en a qui doivent être supprimés de l'affichage. Voilà, mais je trouve que c'est pas si mal que ça, le résultat ici. Donc on a un motif au raccord, vous l'enregistrez sur le disque dur, fichier enregistré sous, vous enregistrez donc chaque fois avec un nom différent, pas un nom, le numéro à la fin du nom du fichier. Voilà. Alors du coup, avec ça, je vais faire un motif, édition utilisée comme motif. Voilà, ok, je vais lui donner ce nom-là, c'est le nom du fichier. Contrôle tabulation, je vais sur mon calque, mon image avec le calque qui va me servir de test. Donc là, c'est le remplissage précédent avec les raccords qui sont bien visibles. Je fais majuscule suppression, remplir avec motif, lequel, le dernier. Vous ne pouvez faire sur l'ancien calque, il n'y a pas de problème, hein, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit les raccords? Ben non. On ne voit pas les raccords. On a réussi à faire un motif sans raccord visible. Voilà. Alors on verra qu'on peut faire ça aussi dans Illustrator. Alors il y en a qui se disent, tiens, Illustrator, mais ce sera avec des vecteurs. Alors, pas du tout. On peut utiliser des images pixels dans Illustrator pour faire des motifs. Voilà, ça me paraît bien. Voilà, voilà. Ok, ça va? Pas de problème? Bon, ben on a vu que quand on a rempli une image avec un motif, on peut modifier les couleurs. Est-ce que vous voyez la couleur de fond qui est bien différente de la couleur des bananes chez vous? Oui. Bon, ben essayez de mettre un calque de réglage teinte saturation au-dessus de votre calque là. Donc, vous allez chercher ici par exemple, teinte saturation. Vous savez comment on fait, je vous laisse faire, hein, pour modifier uniquement le fond, grâce au réglage teinte saturation. Génial. Donc j'arrive à modifier le fond sans que ça modifie les bananes. Bon, l'ombre vert foncé se modifie. Ok. Alors, peut-être cibler un peu plus le vert en question, oui. Hein. Si c'est pas génial ça. Oh, une banane rose. Ça c'est bien. D'accord? Donc il est encore possible de modifier le motif une fois qu'il a été rempli. Ça peut être sympa. Alors, un truc qui serait bien, c'est peut-être de donner un peu de punch à ça. Donc pour donner du punch, on va travailler sur le calque. Je vais peut-être faire réapparaître les vignettes de calque parce que là, ça commence à devenir pénible. Donc menu de la palette de calque, option de panneau. Je vais aller réenclencher des vignettes, voilà. Ok, le calque là. D'accord? Ce calque-là qui contient les bananes entremêlées. Vous allez pouvoir regarder, ne faites rien. Haut les mains. Si vous allez dans menu filtre, renforcement, accentuation. On a déjà fait ça? Non, hein? On peut aller augmenter le rayon très fort, le gain un peu moins fort, ça va permettre de donner du punch. Regardez ça. Vous voyez, ça donne du punch. Ok. Stop, ne faites rien, haut les mains. Le problème, c'est qu'en allant dans le menu filtre, renforcement, accentuation comme ça, j'ai modifié de manière définitive les pixels du calque. Je peux encore revenir en arrière maintenant. J'annule, commande Z.
Mais sinon, plus tard, pour annuler, ça va être la cata. Donc, on va appliquer ce filtre de renforcement-accentuation d'une manière plus intelligente. C'est-à-dire qu'on va transformer le calque en objet dynamique. Un calque conteneur. Un objet dynamique, c'est une espèce de boîte dans laquelle on va mettre ce calque. Donc allez-y, ça vous le faites. Vous mettez le pointeur à droite du calque ici. Vous faites un clic droit. Convertir en objet dynamique. Voilà. Du coup, vous avez cette icône-là qui apparaît. On a déjà vu les objets dynamiques? Un tout petit peu? Je me souviens plus trop pourquoi. Oui, c'était pour le canard qu'on avait redimensionné peut-être. Alors attention au gros piège, si vous prenez n'importe quel outil qui permet de modifier les pixels et que vous cliquez sur l'objet dynamique, par exemple le pinceau, que si vous cliquez sur l'objet dynamique, Photoshop vous dit vous devez pixeliser cet objet dynamique. Méfiez-vous, c'est tout à fait faux, vous ne devez pas le pixeliser. Il ne faut pas le faire. Mais n'essayez pas d'utiliser directement un outil de dessin, quel qu'il soit, un outil qui modifie les pixels, de l'utiliser sur l'objet dynamique, ça ne marchera pas. Parce que les pixels ils sont maintenant à l'intérieur de cette boîte objet dynamique. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, c'est appliquer le filtre, et il va s'appliquer de manière dynamique. Il sera modifiable et supprimable. Alors on y va, menu filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Alors pour donner du punch à l'image, normalement on utilise le filtre avec un petit rayon et un fort gain, c'est pour mettre de la netteté, vous voyez. Mais si vous voulez donner du punch, vous mettez un fort rayon et un petit gain. Vous allez donner un peu de relief à ces bananes. Voilà. Voilà. On voit quand même la différence, hein, avec ou sans. Ça donne du punch. Alors, grosse astuce, ceux qui travaillent dans Illustrator, qui font des illustrations, quand l'illustration est finie, on la fait passer dans Photoshop et on met ce filtre-là pour donner du punch. C'est vraiment une astuce, un truc d'illustrateur, parce que avoir une illustration qui a du relief comme ça, c'est pas toujours évident dans Illustrator, donc c'est ça l'astuce. Hein. Une fois que l'illustration est finie, elle est pixelisée et elle passe dans Photoshop et on a du punch qui vient dessus, comme ça, c'est vraiment pour finir l'illustration. Alors je clique sur OK, du coup on a l'accentuation qui est là, qui peut être désactivée, qui peut être modifié en double-cliquant sur le mot accentuation. Voilà, on peut aller remodifier les choses. On pourrait même, c'est pas interdit, mettre une deuxième accentuation, filtre, renforcement, accentuation, une deuxième accentuation dont le but va être d'amener de la netteté. Donc un petit rayon et un fort gain dans ce cas-ci. Vous voyez? Bon, c'est pas génial. Mais techniquement, c'est faisable de mettre deux accentuations. Mais ils portent tous les deux le nom accentuation, donc c'est un peu foireux. Il y en a un qui met le relief, il y en a un qui met la netteté. Bon, ben, tu fais bien de le dire que tu as une version anglaise de Photoshop, parce que c'est vrai que c'est pas toujours au même endroit. Donc, filtre, renforcement, accentuation, ça va être dans Filter, Sharpen, Unsharp Mask. Unsharp Mask. Donc, quand on lit ça en anglais, Unsharp Mask, on a l'impression que c'est un filtre qui va enlever la netteté. Mais en fait, non, c'est parce que ça vient d'une ancienne technique photographique qui s'appelle la technique du masque flou. La technique du masque flou, et c'est pour ça qu'on retrouve ça dans Photoshop, ça s'appelle le Unsharp Mask. Donc, je vais jeter l'accentuation ici, j'en ai pas besoin, celle qui amène de la netteté. Par contre, je me demande si je duplique l'accentuation qui est déjà là, est-ce que c'est possible de la dupliquer comme ça? Non, c'est pas possible, il va falloir que j'en mette une autre sur l'objet dynamique. Ça donnait pas trop mal. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que ça donnait pas trop mal. Deux accentuations avec un fort rayon et un faible gain. Deux accentuations identiques. Finalement, je trouve que ça en jette comme... ça en jette. On part de là et on va à là quand même. Bon, le rose se transforme en vert, mais bon. Au niveau du punch dans l'image. Alors, faites confiance au hasard et à la bonne fée. En infographie, en graphisme, vous avez la possibilité
Quand vous maîtrisez à fond les logiciels, surtout, vous avez la possibilité de triturer les images dans tous les sens et de faire différentes versions. C'est génial parce qu'il y a des choses qui apparaissent, et que vous n'aviez pas prévues, et ça peut être bien, il faut le retenir. Il faut en profiter, vous voyez. Donc il y a les accidents de parcours dans le graphisme et dans l'infographie, il faut en tirer parti. Vous voyez ? Bon, ceux qui font de la musique savent aussi que ça fonctionne comme ça. Hein. Quand on crée des morceaux de musique, on a des choses qui apparaissent par hasard, et il faut le saisir, il faut figer ça, il faut noter, vous voyez ce que je veux dire, au niveau des réglages des instruments, etc. Donc tout processus créatif, dès qu'on commence à chipoter dans les choses complexes comme ça, il y a des choses qui apparaissent qui ne sont pas prévues au départ, et c'est peut-être bien. Alors, je vais enregistrer cette image. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus enregistré, tiens. Voilà. Alors, tous ces logiciels, c'est bien. Il faut plusieurs années pour les maîtriser, pour avoir une vue d'ensemble. Peut-être que vous n'avez pas nécessité de tout connaître non plus. Peut-être que connaître certaines parties, ça va être suffisant. Parce qu'après, il n'y a pas que Photoshop, Illustrator, InDesign. Il y a aussi After Effects, il y a Blender pour faire la 3D en open source. Il y a plein de choses. Donc, voilà, ne visez pas nécessairement la maîtrise totale de Photoshop. Ici, on va aller loin. On va aller loin par rapport aux écoles secondaires. On devrait aller assez loin au bout des 2 ans. Mais on ne sera quand même pas extrêmement loin dans Photoshop. C'est pas comme si vous suiviez pendant 3 ans des formations tous les jours dans tous les logiciels. Alors, je vous ai ici tapé Affinity Photo. Il y en a qui connaissent. Donc encore une fois, pour démentir le fait que je suis là pour faire la pub de Adobe. J'aime bien Adobe. Ma carrière s'est faite autour de Adobe, depuis que je suis arrivé dans l'infographie en 91. Donc je trouve que Adobe c'est bien, mais ceci dit, voilà, je ne suis pas un employé de Adobe, donc je vous parle des alternatives. Je vous ai parlé de Corel Painter tout à l'heure. Affinity Photo, Affinity c'est un logiciel, c'est des Indiens qui ont fait pour la première fois quelque chose qui est vraiment un Photoshop killer, potentiellement. Donc c'est Affinity Photo. Donc c'est un logiciel qui ressemble très fort à Photoshop. Et au niveau du prix, c'est sans commune mesure avec Photoshop, puisque vous avez ici à 55 €, licence perpétuelle, vous avez Affinity Photo. Donc pourquoi pas ? Il n'est pas interdit aussi, une fois que vous connaîtrez Photoshop ici, de transférer ce que vous avez appris, le transférer dans un autre logiciel similaire. Parce que c'est vrai que Adobe, voilà, c'est quand même un budget. Alors, chez Affinity, ils ont fait aussi Affinity Designer, qui est l'équivalent d'Illustrator. Alors Illustrator, ils ont eu plusieurs concurrents sérieux. Il y a aussi Krita, qui est plus artistique, mais vectoriel, pixel. Il y a Macromedia Freehand. C'était un concurrent vraiment sérieux de Illustrator à un certain moment. Macromedia a été racheté par Adobe. Les technologies Freehand ont été intégrées à Illustrator. Illustrator a énormément évolué depuis les années 90. Donc si vous parlez à quelqu'un qui n'a pas vraiment suivi l'évolution, il va vous dire « mais Illustrator c'est simple, Illustrator on ne s'est pas fait grand-chose, mais c'est super simple à utiliser ». Pas du tout, c'est 2 fois plus compliqué que Photoshop. Parce que ça a beaucoup évolué d'année en année, Illustrator. Et en plus, ça demande des machines super puissantes. Voilà, Photoshop n'a jamais eu vraiment de concurrent sérieux, mais Illustrator, oui. Bon, pour être tout à fait complet, Photoshop a quand même eu à un certain moment, dans les années 90, ils ont eu chaud aux fesses chez Adobe parce qu'il y a un logiciel qui est apparu et qui s'appelait Live Picture et qui permettait de travailler sur des très grandes images et malgré tout le faire sur des ordinateurs pas extrêmement puissants, par un système de fichiers pyramidal. Et voilà, il faut savoir que dans les années 90, les utilisateurs de Photoshop étaient principalement des professionnels vraiment
Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des amateurs qui utilisaient Photoshop, c'était beaucoup des professionnels, c'était quasiment que des professionnels. Et donc, s'il y a une vague d'engouement pour un logiciel qui traverse de boîte en boîte, d'entreprise en entreprise, qui traverse, qui voyage, ça peut causer préjudice. Et voilà, c'était vraiment un logiciel qui était un concurrent potentiel de Photoshop. Bon, maintenant, les logiciels comme GIMP, ça n'a jamais été vraiment un concurrent parce que c'est plutôt orienté pour ceux qui font du web et qui n'ont pas vraiment besoin de faire des photomontages, des trucages.